Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui je vais continuer à vous raconter ce qu'il en a été pour mon doctorat. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc tout d'abord, petit warning, comme je l'avais souligné au premier numéro concernant le doctorat, si vous voulez en savoir plus concernant le contenu mathématique que je vais exposer à travers ce numéro, je vous renvoie à quelques liens en description, notamment le coin recherche, saison 1 et saison 2. Ici, je ne vais pas m'amuser à tout développer de fond en comble, je vais simplement me contenter de souligner certains points importants, car ces points ont été aussi des points de bascule, si je puis dire, par rapport à mon doctorat. Voilà, ça c'est dit, c'est concernant le contenu mathématique. Après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien suivre ce que je vais raconter sans avoir compris le contenu mathématique. Mais sachez que je ne vais pas hésiter à utiliser des mots un peu plus techniques. Bien, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait un nouveau numéro, je pense qu'un rappel rapide s'impose. Reprenons rapidement à ma deuxième année de maîtrise. À ce moment-là, je pensais effectuer mon doctorat à Amiens, aux côtés de Yann Palus. J'avais fait une demande de bourse CDSN au sein de l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay, là où je me trouvais des suites de mon passage du second concours. Et malheureusement, cette demande de bourse n'a pas abouti. Ce qui fait que si je souhaitais faire un doctorat en France, comme il me fallait une bourse, bah là c'était très difficile. Puisque au final, j'espérais vraiment avoir cette bourse CDSN, puisque j'étais assez certain de ne pas pouvoir obtenir une autre bourse. Par conséquent, il a fallu me tourner vers l'étranger. Et aux environs d'avril-mai 2019, j'ai repensé à une proposition qui a été faite pour Montréal, effectuer mon doctorat encadré par Hugh Thomas. Et Yann, après avoir discuté de mon cas auprès de Hugh, m'a permis de prendre contact pour la première fois avec lui. L'entente est très bonne, et Hugh commence à m'inviter à feuilleter la plupart de ses articles, les dernières recherches qu'il a effectuées, afin de me familiariser avec le type de choses qu'il manipule au quotidien. Enfin au quotidien, je me comprends, c'est la recherche. Et à travers ces articles, je suis tombé sur un résultat qui va s'afficher au bas de l'écran, et je me suis posé une question liée à ce que j'avais appris pendant ma deuxième année de maîtrise. Est-ce que ce résultat tient à nouveau si je travaille avec un carquois relation aimable? A priori, cela ne semblait pas être une conjecture si farfelue, et petit à petit, à travers nos différentes discussions, je me suis rendu compte qu'effectuer un doctorat à Montréal serait une très bonne chose à faire. J'ai donc fait tout ce qu'il fallait faire, demande de CAQ, demande de permis d'études, cela avait pris à peu près 3 mois, j'avais obtenu tous mes documents aux environs de septembre 2019, j'ai fait un premier aller-retour à Montréal en Toussaint 2019, aux environs de fin octobre donc, et ce petit saut m'a confirmé que vraiment c'est quelque chose que j'aimerais faire mon doctorat à Montréal, au sein de l'UQAM. Pendant la période septembre 2019 jusqu'à décembre 2019, j'avais pu travailler en même temps avec Yann et avec Hugh, et ça c'était plutôt chouette. Je commence officiellement mon doctorat en janvier 2020. Pour ce doctorat, il me faut valider 6 cours en tout sur 2 ans, puis 2 examens prédoctoraux, un écrit et un oral, avant de vraiment me consacrer entièrement à la thèse. Le doctorat au Canada durant 4 ans. Pour cette première session au sein de l'UQAM, session hiver 2020, j'avais décidé de passer 3 cours. Un cours sur les groupes de Coxeter, un cours sur les possets et un cours d'algèbre homologique. En plus de ça, j'avais décidé de passer l'examen prédoctoral écrit. Quelques petits mois passent, et on en arrive à mars 2020 avec le fameux Covid. Tristement fameux Covid, qu'on se l'accorde. Je vous ai raconté un petit peu ce qui m'était arrivé par rapport à ça, avec ce fameux retour du 28 mars 2020, et toutes les conséquences qui s'en sont suivies. Le fait de devoir suivre des cours en distanciel, le fait de devoir faire de la recherche en distanciel, et le fait d'avoir pu en même temps donner des cours et des cols à Amiens, en France. Mais ici, je vais donc reprendre mon récit, à ces environs-là, donc fin mars 2020, pour vous raconter maintenant plus précisément ce qu'il en a été concernant mon doctorat. Et je vais vous parler de l'année qui s'est déroulée de mars 2020 jusqu'à mars 2021, avec un événement majeur en mars 2021. Pour revoir les détails de cette petite histoire que je vous ai rappelée ici, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil aux épisodes que j'ai mentionnés ici. Bien, on va reprendre en mars 2020. Donc fin mars 2020, je suis de retour chez moi, chez mes parents, en France, à Amiens. Et je pense que, comme pour la plupart des gens à ce moment-là, ce fut assez difficile de se remettre au travail. Rester concentré mentalement sur certaines choses, tout en sachant ce qui se passait un petit peu à l'extérieur. Cela étant, j'ai dû donc continuer à suivre les cours qui avaient repris en distanciel, mais la forme de l'évaluation avait donc changé. On nous avait proposé, pour les cours de Coxeter et de Posset, de taper un document d'environ 5-6 pages, ce qu'on appelle un survey là-bas,
peut se traduire par une étude, parlant d'un sujet qui est annexe au cours, mais qui est un peu plus lié à des choses qu'on a manipulées ou qu'on connaît bien. Donc pour le cours de groupe de Coxeter, j'avais décidé de parler d'algèbre amassée. Et pour le cours de possède, j'avais parlé d'un truc en lien avec les possèdes, je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. Et il me semble que ces documents sont disponibles sur mon site web. Je vais vous remettre les liens en description si ça vous intéresse d'y jeter un œil. C'était pas des évaluations si difficiles que ça, mais ça demandait quand même un certain investissement, puisqu'il fallait se concentrer davantage sur les domaines dans lesquels on était peut-être à l'aise, mais il fallait aussi jouer avec la matière, donc c'est-à-dire groupe de Coxeter d'un côté et de l'autre côté les possèdes. C'était assez intéressant à faire, et aussi amusant. Pour le cours d'algèbre homologique, on avait fait des DM, un DM par mois à peu près, et je crois bien qu'aux environs de la reprise, on avait décidé qu'il n'y aurait plus de DM, tout simplement parce que cela semblait plus compliqué à évaluer. En tout cas, c'est ce que pensait Hugh, l'enseignant du cours. À côté, l'examen prédoctoral écrit, finalement, s'est retrouvé décalé en fin août, avant le début de la session d'automne. Tout simplement parce qu'ils espéraient pouvoir le faire en présentiel. Ils imaginaient pas trop poser cet examen en distanciel. Mais bon, cela étant, il fallait choisir les matières pour lesquelles on voulait être évalué. Alors on avait le choix entre plusieurs matières, en tout cas sous-matières de mathématiques, ou en tout cas liées à des mathématiques, je vais plutôt dire ça. On avait par exemple l'algèbre, on avait de l'analyse, on avait de la probabilité, on avait des statistiques, on avait de l'informatique mathématique. Je crois qu'il y avait aussi des maths financières, peut-être d'autres matières, je vais les afficher à l'écran. Et donc il fallait en sélectionner deux parmi ces différents choix, qui nous donneront donc deux écrits d'environ 2 heures si ma mémoire est bonne. Il fallait vraiment pas avoir peur de ces examens. Je pense que le minimum syndical en termes de niveau, c'était d'avoir une licence 3. Vraiment pour l'algèbre, c'était du type savoir diagonaliser des matrices. Bon, peut-être un peu plus que ça, mais vraiment on était à peu près au ras des pâquerettes, j'ai envie de dire. Loin de moi l'envie d'insulter ce type d'examen, c'est pas ça l'idée. C'est juste que, à mon avis, c'était pas forcément d'une grande utilité. Mais bon, c'est le système un peu à l'américaine, qui fait que le fonctionnement est ainsi. Et puis côté recherche, ce fut difficile de vraiment s'y remettre. Alors certes, j'avais établi avec mon encadrant, donc Hugh, une façon de fonctionner, c'est-à-dire que ce que j'essayais de faire, c'est de taper ce que j'appelais un compte-rendu, qui était un document qui pouvait faire 1 page, 2 pages, 3 pages, éventuellement jusqu'à 5 pages. Un document que je tapais toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, qui permettait de récapituler toutes les choses que j'avais vues récemment, toutes les choses que j'avais comprises également, et j'envoyais ça à mon encadrant la veille de notre rencontre, afin de lui permettre d'avoir un peu de recul sur les choses dont on allait discuter. Et cela lui permettait de plus facilement interagir avec moi suivant de quoi on allait parler. Le fait qu'il ait eu un peu de recul par rapport à ce que je lui racontais, lui permettait plus facilement d'envisager les différentes directions qu'on aurait pu emprunter. Donc dans cette période-là, il n'y avait pas énormément de choses en termes de recherche. Enfin, on va dire c'était plutôt de l'apprentissage. J'apprenais des choses encore autour des algèbres aimables, notamment la description des algèbres qui sont dérivées équivalentes, en tout cas certaines classes de dérivées équivalences, on ne peut pas encore toutes les décrire, et j'ai commencé à manipuler ce qu'on appelle la mutation de Brenner-Butler. Donc cette mutation, c'est en fait une mutation assez locale sur les carquois à relation aimable, qui peut se traduire en termes de dissection dualisable sur une surface. Vous allez voir une image s'afficher pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et l'idée derrière cette étude, c'était de se servir de cette mutation pour pouvoir démontrer le résultat que je pensais être vrai. La conjecture que je vous ai rappelée au début. Car pour démontrer le résultat de base, les différents chercheurs avaient pensé à utiliser les foncteurs de réflexion. Et leur généralisation pour les algèbres aimables, ou les carquois, relations aimables, peu importe, eh bien c'est les mutations de Brenner-Butler. Et j'espérais qu'on puisse utiliser ces mutations et essayer de comprendre le comportement de la donnée générique de Jordan, pour des représentations données, afin de démontrer le résultat que je pensais être vrai. Arrivé à un certain point, donc disons environ de mai-juin 2020, ces mutations de Brenner-Butler semblaient très peu connues a priori, en tout cas d'après Hugh, et ma direction de recherche avait changé quelque peu, puisqu'il commençait à me dire que ces résultats-là n'étaient peut-être pas connus. Et donc je me suis lancé dans l'étude de cette mutation pendant un certain temps, je pense au moins jusqu'à septembre 2020. Essayer d'en comprendre le fonctionnement, essayer de voir si on pouvait démontrer proprement certaines observations que j'avais sur les dissections, etc. etc. J'y reviendrai plus tard. Entre-temps, entre mai 2020 et juillet 2020, on est en session d'été pour l'UQAM. Pour la session d'été, comme je vous l'avais dit, il n'y avait aucun cours pour moi.
Mais par contre, je donnais des TD pendant cette session. Et j'ai donné notamment des TD de statistiques, comme je l'avais fait d'ailleurs à la session précédente. En tout cas, je l'avais fait jusqu'à arriver à cette fameuse première vague de Covid. Donc j'ai donné des TD de statistiques. Et ces TD, c'était 4 heures par semaine. Et quand je dis 4 heures par semaine, c'est une séance de 4 heures. Alors je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais je vais peut-être le redire. La session d'été est censée être une session d'intensification. C'est-à-dire que les sessions d'hiver et d'automne se font chacun sur 4 mois. Par contre, la session d'été se faisait en 2 mois, mai-juin. Et donc, qui dit intensification dit aussi un nombre d'heures doublé. C'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir donner des TD de 4 heures, et donc à des élèves de suivre des TD de 4 heures. C'est un rythme assez compliqué quand même, à gérer en tout cas à la fois pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Bon, heureusement, l'UQAM était assez souple sur le nombre d'heures, donc suivant ce qu'on avait réussi à faire pendant un certain temps, généralement peut-être 3 heures, un peu plus, on pouvait décider d'arrêter la séance un peu plus tôt, en accord avec les différents étudiants bien sûr. Et puis on essayait de se donner des pauses, bien sûr. Imaginez devoir suivre des TD de 4 heures, c'est dur. Donc voilà, j'ai donné ces démonstrations qui se faisaient le matin à Montréal, et donc par conséquent en France c'était l'après-midi. Je donnais le TD de 15h à 19h les samedis, et c'est vrai que c'était pas un créneau évident à gérer. J'ai investi sur quelques technologies, notamment une tablette, la tablette que j'ai toujours actuellement. Parce que je me voyais mal continuer à donner des TD sous le format de diaporama. Et seulement me contenter de diaporama. J'avais besoin d'un minimum d'interaction. Non seulement d'interaction avec les étudiants, mais aussi d'interaction en termes de écrire des choses par rapport au TD. En soi, les TD se sont bien passés, mais le fait d'avoir pu faire ces démonstrations dans les sessions précédentes, donc d'hiver et d'été, vont me permettre par la suite de pouvoir avoir un cours à gérer. Dans cette période d'été, pas grand chose d'autre à signaler, juste qu'il a fallu gérer tout ça en étant chez mes parents, ce qui n'a pas été des plus faciles. Bon, j'ai envie de dire que la session d'été était quand même la moins rude, c'est plutôt la prochaine session qui va être plus rude. J'ai quand même profité de quelques vacances, je dis bien vacances, car même pendant les vacances, je travaillais. J'ai envie de dire, la recherche n'attend pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire à son cerveau de se débrancher, quand on a un travail qui demande principalement beaucoup d'attention, c'est vrai que c'est assez difficile de décrocher. Surtout qu'il est très facile de faire des maths, comme me disait une ancienne prof en terminale. Généralement, il suffit d'une feuille et d'un crayon pour pouvoir faire des mathématiques. Bon, maintenant c'est plus tout à fait vrai, on aurait aussi besoin d'un ordinateur. Bon, je vais pas rentrer dans ce genre de débat pour l'instant. On arrive à la fin août 2020. Quelques semaines avant, je m'étais mis dans le contexte d'examen. Je m'y suis préparé de manière assez légère. Et je les ai passés sans trop de difficultés. Les écrits ont été décidés pour être faits en distanciel. Et donc on était connecté sur Zoom avec la caméra allumée. Et on travaillait le sujet sur une feuille à part pendant 2 heures. Donc j'ai eu le droit au sujet d'algèbre et au sujet de probabilité, ce qui est pas commun, j'ai envie de dire. En tout cas pour des gens qui vont faire des mathématiques comme moi, au sein de l'UQAM, généralement on choisit plutôt des matières comme analyse et algèbre. Et là pour le coup je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de passer la probabilité. Ça me paraissait tout à fait atteignable, un peu plus facile pour moi par rapport à l'analyse, et en effet ça a été assez le cas. Il n'y avait pas eu trop de difficultés. Bon, par contre c'est bien la première fois que je n'ai pas pu voir mes copies après l'examen. D'ailleurs les notes, c'était pas des notes en termes de lettres d'ailleurs, parce qu'au Canada, comme aux États-Unis, et comme dans la plupart des pays anglophones, la notation se fait avec des lettres. A+, A, A-, B+, B, B-, etc. Et là, pour cette matière-là, en tout cas pour cet examen-là, c'était soit succès, S, soit échec, E. Un type de notation un peu spécifique de l'UQAM. Et là, j'avais donc eu succès pour ces écrits. J'avais demandé à avoir mes copies, mais malheureusement, elles étaient perdues. Bon, je sais pas comment on fait pour perdre des PDF, mais bon. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai validé l'examen écrit. Il me reste alors l'examen oral. Et celui-ci, je le passerai l'année prochaine. Alors on arrive en septembre 2020, la rentrée des classes en France, mais aussi au Canada. Voilà, je me retrouvais avec cette double identité. À la fois, je donnais des TD et des cols à Amiens, donc des cols au lycée Louis Tullier, des TD à l'école de Lézier, l'école d'ingénieurs. Et par la même occasion, je suivais des cours, je donnais des TD et j'ai donné également un cours à l'UQAM en distanciel. Septembre 2020, c'était encore assez compliqué comme moment.
Et ce qui était assez perturbant, c'est que lorsque la situation s'améliorait en France, ça s'empirait au Québec et inversement. Ce qui a fait que ça a été difficile de retourner au Québec, hein, je vous en ai déjà parlé, il m'a fallu attendre 1 an et demi après mon retour. Mais je pense que ça sera le sujet du prochain numéro qui sera consacré au doctorat. Donc pour les cours, j'avais décidé de suivre 2 cours en tout. Un cours sur les partitions planes renversées donné par Florian Aigné, qui s'appelle maintenant Schrer Aigné depuis qu'il est marié. C'était un ancien postdoc du LACIM, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. D'ailleurs, dans cette période-là, je travaillais en distanciel, avec le groupe du LACIM, dont je vous avais déjà parlé auparavant, qui rassemblait les gens en maîtrise, les gens en doctorat, les gens en postdoc et les professeurs. Et pendant les séances, on discutait de différents sujets de recherche. Et s'il y avait un sujet de recherche qui emballait un certain groupe, et ben ce groupe-là pouvait se mettre à part et puis travailler sur ce sujet de leur côté. C'était un petit peu la philosophie de ce petit groupe de recherche du LACIM. Donc ce cours de partition plane renversée, et puis le cours de combinatoire deuxième partie, c'était appelé comme ça, qui était donné par François Bergeron, le best. Je vous en ai déjà parlé, ce prof je l'adore, il est vraiment très gentil, très à l'écoute. Et d'ailleurs petite anecdote, par rapport au Covid, ça l'a beaucoup affecté au sens moralement j'entends, car il n'a pas pu finir la session d'hiver, il a été incapable de donner cours à cause du fait qu'il ne voyait plus les visages des étudiants. Et ça l'a durement affecté. Alors pendant l'été, il a investi sur du matériel, un écran vert, une tablette, etc. pour pouvoir se mettre dans de très bonnes conditions afin de donner cours. Il a même acheté d'autres écrans pour pouvoir avoir le visuel des étudiants qui assistaient à son cours. Et il insistait à ce que ses étudiants allument leur caméra. Donc voilà, ça c'était pour les 2 cours. J'ai continué à donner des TD, donc notamment encore des TD de statistiques, mais pas que. Et puis j'ai donné un cours au sein de l'UQAM, le cours de maths général. Alors ce cours de maths général, c'était un cours de prérequis pour permettre à des étudiants de relancer leurs études au sein de l'UQAM selon la filière qu'ils avaient décidé d'emprunter. Et donc on va dire que c'était un peu un fourre-tout. Je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs que ce soit un cours fourre-tout, mais tout en restant à un niveau très accessible. En tout cas, il fallait essayer de rester à un niveau accessible, tout en parlant quand même de pas mal de choses assez pointues, du style des calculs matriciels. Et ce cours, il fallait le donner de 18h à 21h. Heure Montréal. Donc avec le décalage horaire, ça donne quoi? Ça donne minuit, 3h du matin. Alors têtu comme j'étais, et peut-être ne me rendant pas vraiment compte de la difficulté que ça serait, je voyais ça juste comme des heures à faire, j'ai insisté pour essayer de donner le cours en direct. Je préparais le PDF en avance, un PDF dans lequel je résumais ce dont je voulais parler. Et puis pendant le cours, en utilisant la tablette, je faisais le tour du PDF, puis je détaillais certains points du cours qui me semblaient les plus importants. Mais je pense que le niveau du cours que j'avais donné était un peu trop lourd. Si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, c'est accessible sur mon site web. Vous y retrouverez notamment les PDF. Pour les enregistrements vidéo, je les avais faits et je les avais uploadés sur Panopto, un site d'hébergement ici pour les vidéos essentiellement. Moi je dois avouer que j'étais pas des plus contents par rapport à ce cours, même encore avec le recul. Je me sentais vraiment pas à mon aise par rapport à ce cours. Et je pense que ça s'est ressenti un peu quand même. Je pense avoir réussi quand même à transmettre des choses généralement très chouettes, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Largement mieux. Mais bon, j'avais pas encore le matériel adéquat pour tout ça. J'aurais probablement dû faire des enregistrements. Mais bon, têtu comme j'étais, voilà, je voulais vraiment le faire en direct. Et je pensais que ça aurait rendu les choses plus simples pour les élèves de pouvoir le faire en direct. Je pense que ça a complexifié le tout plus qu'autre chose. Voilà, c'était un pari, hein. Première fois que je donnais des cours à une classe entière en distanciel. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'organise un cours complet sur un sujet. J'ai déjà eu l'occasion de donner un cours à une classe de classe préparatoire, je vous en avais déjà parlé précédemment. Bon, je vais être un petit peu plus précis parce que, en y réfléchissant, si j'avais déjà donné un cours sur un sujet, grâce à mon prof de première année de classe préparatoire, j'avais eu l'occasion de donner cours de probabilité pour une classe de prépa. J'étais en première année de maîtrise, je crois. Je venais donc seulement de sortir de classe prépa, on va dire. Et à part cette expérience, je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'organiser un cours complet sur plusieurs semaines. Et quand je dis plusieurs semaines ici, c'est même plusieurs mois. Et ça aussi, c'était une question d'adaptation, qui n'a pas été évident à faire. Alors, chose un peu rigolote, pour les cours que l'on suit, on peut faire part d'une évaluation. C'est-à-dire
qu'on pouvait faire part de nos avis concernant le cours. Et ces avis pouvaient être lourdement pris en compte par l'université. Donc si plusieurs élèves donnaient de très mauvais avis sur un professeur, ce qui aurait pu se passer, c'est que ce professeur aurait pu ne pas être accepté pour donner un cours la session suivante. Bon, ça va par chance, j'ai eu quand même des avis relativement corrects, même s'il y en avait 2-3 désagréables. C'est des avis anonymes, hein, bien sûr, on ne connaît pas l'origine de ces commentaires. Disons qu'on peut se douter, parfois, mais généralement, on ne sait pas. Bref, j'avais fait au mieux. À la même occasion, un nouveau groupe de travail va se former. Un groupe de travail qui va réunir à la fois des gens en France et des gens au Canada, basé sur une thèse qui a été écrite par Mélodie Lapointe, qui venait de finir sa thèse en fait au sein de l'UQAM, qui portait sur de la combinatoire des mots. Et à la suite de discussions entre Hugh et Christophe Rothenauer, un autre professeur de l'UQAM, eh bien Hugh a trouvé opportun l'idée d'essayer de rassembler à la fois la théorie des représentations de Carquois et la théorie des mots. Et là, pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous devriez reconnaître le contenu de la saison 2 du Coin Recherche. Si vous voulez en savoir davantage sur le contenu de cette recherche, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à cette saison 2 du Coin Recherche. Pendant le cours que je suivais avec François Bergeron, cours de combinatoire 2, j'ai commencé à manipuler certains objets, notamment quelques petits trucs que je vais vous raconter en saison 3 du Coin Recherche. Ça va venir plus tard, vous en faites pas. Et qui vont me mener petit à petit à un autre problème que je découvrirai la session d'après. Il s'agit des partages d'entiers, et de tous les algorithmes ou tous les sujets qui peuvent être liés à ces partages d'entiers. Je vous en parlerai davantage en saison 3 du Coin Recherche. Je vous en parlerai davantage au prochain numéro d'une vie de mathématiques portant sur le doctorat. Par la même occasion, comme la situation Covid ne s'arrangeait pas plus que ça, il y avait eu une deuxième vague en octobre 2020, octobre 2020, novembre 2020. Et donc avec Margot, ma moitié, on a trouvé ça opportun d'essayer de s'installer ensemble. Alors c'est elle qui a émis l'idée. De mon côté, j'étais pas serein. Surtout que je continuais à me dire qu'on allait repartir à la normale après ce. Et donc si on repartait à la normale, j'aurais dû repartir à Montréal plus longtemps. Ce qui nous aurait mené à une nouvelle situation assez compliquée. Mais bon, finalement, je me suis laissé tenter, je me suis dit, allez, soit, allez à Jacta Est. Et donc c'est ainsi, en décembre 2020, qu'on s'est installé enfin ensemble. Après 8 ans de vie commune quand même. Enfin, 8 ans de vie commune, du coup, entrecoupé bien sûr par le fait qu'on habitait encore chacun chez nos parents. Et c'est ainsi que j'ai pu obtenir ce magnifique bureau, dont le tableau que vous connaissez très bien maintenant. Je voulais impérativement avoir une salle pour moi, pour pouvoir travailler en distanciel, mais aussi pour pouvoir travailler de mon côté, juste histoire d'avoir un espace à moi pour pouvoir faire de la recherche. Pour pouvoir faire de l'enseignement. En gros, pour pouvoir faire des mathématiques, quoi. Alors on va avancer dans le temps, on va passer Noël, et on arrive en janvier 2021. Je valide les cours avec succès. Petit autre point aussi qu'il me faut préciser. Alors j'ai été peut-être un peu bête sur ce coup-là, mais je n'avais pas redemandé de nouvelles bourses de chaire. En fait, une bourse de chaire, ça revient essentiellement à demander de l'argent auprès de son encadrant. Et j'étais très mal à l'aise à devoir demander de l'argent à mon encadrant. Alors que ça là devait être normal. Avec le recul, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait. Les choses se sont fait ainsi, et je me suis plutôt bien débrouillé. En tout cas, jusqu'à obtenir la bourse ISM, Institut Sciences Maths, dont je vous parlerai au prochain numéro concernant le doctorat. Donc revenons en janvier 2021. J'ai validé les cours sans trop de difficultés, il me reste donc un cours à valider. Et ce cours, j'avais décidé à ce que ce soit un cours encore une fois de François Bergeron, de combinatoire, encore une fois tourné sur les partages. J'ai envie de dire que c'était le thème de prédilection de François Bergeron. Je vais commencer à faire connaissance avec un sujet de recherche qui me pique la curiosité, même encore aujourd'hui, autour des partages triangulaires. Je vous en parlerai une autre fois. Je continue toujours à donner des TD et des cols à Amiens. Je continue toujours à donner des TD en distanciel à Montréal et un nouveau cours que je vais donner à Montréal qui est le cours d'algèbre et de géométrie vectorielle. Encore une fois, c'était un cours qui était un cours de prérequis suivant la filière qu'ils avaient décidé d'emprunter. Et là, pour ce cours-là, on va dire que j'ai tiré les enseignements de ce qui s'était passé précédemment. Et donc j'ai investi. Alors j'avais investi déjà sur un nouveau bureau et donc un tableau. J'ai investi sur une jolie caméra que j'utilise encore aujourd'hui, et même en ce moment. J'ai investi sur des micros. Alors il y en a eu quelques-uns précédant celui-ci, ça fait partie de l'investissement.
Et puis cette fois-ci, au lieu de donner cours de minuit à 3h, j'avais décidé de m'enregistrer. Ces enregistrements, au début, je les mettais encore sur Panopto, puis je me suis rappelé que j'avais un compte YouTube. Juste pour vous dire, ce compte YouTube, il existe depuis juin 2013. D'ailleurs, il y aura 2-3 trucs qu'il va falloir que je vous raconte, mais ça, un autre numéro du de mathématiques encore. Et je me suis dit que ça serait plus simple de poser ces vidéos sur cette plateforme. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé à poster des vidéos sur la chaîne YouTube. Des vidéos qui concernent donc ce cours d'algèbre et géométrie vectorielle. C'est pour ça que l'une des premières vidéos s'appelle cours 3. Alors je ne sais plus si elle est publique ou si elle est encore non répertoriée, mais ces vidéos vous pouvez les retrouver une nouvelle fois sur mon site web. Ainsi que le PDF qui va avec. Et donc mon fonctionnement pour donner cours était le suivant. J'écrivais sur des brouillons quelques petites notes pour essentiellement résumer ce que j'allais raconter pendant les 2 heures, 3 heures que j'allais donner cours. Généralement je faisais des enregistrements d'1h20, donc 2 enregistrements d'1h20 pour un cours. Et puis je laissais place à l'improvisation, en me laissant la liberté de pouvoir prendre telle ou telle direction si je sentais que j'avais besoin de préciser certaines choses importantes. Et une fois l'enregistrement fait, je tapais le PDF associé à l'enregistrement. Et là, le fonctionnement était bien meilleur pour moi. Et puis je proposais aux étudiants de me voir une petite demi-heure avant le cours, pour donner quelques informations en direct, et puis éventuellement répondre à des questions en direct également, concernant les cours qui étaient posés en ligne quelques jours plus tôt, ou une semaine plus tôt. Je pense qu'on s'était mis d'accord plutôt sur une semaine plus tôt. Concernant la recherche après ce qui s'est passé en septembre 2020, quand j'ai appris que la plupart des petites choses que j'avais développées sur les mutations étaient déjà connues, je me suis dit avec le recul que ça m'a permis de bien manipuler ces objets, de comprendre même leur fondement, et j'étais reparti sur la direction de base, c'est-à-dire la conjecture que je vous ai exposée au tout début de la vidéo. J'avais commencé à donner des premiers exposés en séminaire, avec quelques petits trucs en lien avec cette mutation dont j'ai appris des choses, mais c'était pas encore des exposés de recherche car j'avais pas encore trouvé vraiment quelque chose d'important. En tout cas, quelque chose de nouveau. Je reviens donc en janvier 2021. À partir de janvier 2021, on se dit, on va faire quelques exemples, des exemples plus compliqués, pour essayer de voir comment ça se passe. Puis je tape un algorithme sur Sage, en février 2021, donc sur SageMath, un logiciel assez sympa qui est une espèce d'extension de Python, si on peut dire. Je dis bien espèce parce que c'est pas vraiment ça. C'est juste un outil d'algorithmique beaucoup plus adapté à des mathématiques, à du calcul formel, des choses comme ça, et qui permettait même de manipuler des structures algébriques. J'utilise Sage, je mets en place des algorithmes pour pouvoir faire des plus gros exemples. Et puis là, on va arriver à un tournant majeur. Mars 2021. Dernière chose que je vais vous raconter ici dans cette vidéo. Je fais un test sur un exemple assez gros. Après avoir fait des exemples plus gros à la main, l'algorithme était enfin prêt. Je l'ai fait tourner sur un exemple plus gros. Et puis là, horreur malheur, la conjecture que j'avais posée est fausse. Je tombe sur un contre-exemple. Contre-exemple que je parviens à raffiner pour en donner un contre-exemple élémentaire. Et là, je suis face à un effet. Un effet dont je ne connaissais pas le nom d'ailleurs, je l'ai appris en faisant quelques recherches pour cette vidéo. Ça s'appelle l'effet cul-de-sac. C'est ce moment où on a l'impression d'avoir fait du travail pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, cela peut dépendre, pour rien. Car c'est un peu l'impression que j'ai eue face à ce contre-exemple. D'un seul coup, je me suis dit, ok, j'ai développé des outils pour essayer de prouver un truc qui est finalement faux, donc ça sert à rien. Et là, je peux vous dire que ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est a priori un effet dont a vraiment peur n'importe quel doctorant qui se lance. Le fait d'avoir travaillé sur un sujet pendant un certain temps pour essayer de démontrer quelque chose, puis finalement, ce quelque chose est faux, j'ai fait une petite déprime, on va dire. J'ai pas utilisé le mot dépression car c'est pas vrai. Dépression, c'est quand même plus une forme de maladie. Et puis je peux en dire quelque chose, ma mère en souffre malheureusement. Mais bon, là n'est pas le sujet. J'ai fait une petite déprime, mais elle va pas durer longtemps.
Elle va durer une semaine, pour vous dire. Et pourquoi une semaine? Tout simplement parce que j'ai fait la rencontre d'un professeur. Alors, ce professeur, je le connaissais d'avant. J'ai pu le connaître grâce à un ami qui était en filière ECS, au sein du lycée Louis Tullier, Maxime, si tu te reconnais, qui s'entendait très bien avec ce professeur. Donc en passant du temps avec Maxime, je me suis retrouvé aussi au milieu de discussions avec ce professeur. Professeur de philo, pour la filière ECS, au sein du lycée Louis Tullier, mais il a aussi enseigné à l'université Paris-Dauphine. Il est agrégé en philosophie, il est également docteur. Il s'agit de Roderick Pascal Waters. Alors on avait déjà eu l'occasion de se croiser, de discuter, que ce soit avec cet ami ou pas. Et un jour où j'avais à rattraper une colle, c'était un certain jeudi, fin d'après-midi, au milieu du mois de mars. Et après avoir donné colle, je passe devant la salle où il se trouvait, salle où il venait de finir de donner un cours. Il m'a vu un peu avec un air miné, et il m'a interpellé au couloir. Et là va s'en suivre une jolie discussion d'1h30. D'ailleurs, il y avait eu beaucoup de coïncidences par rapport au fait qu'on aurait pu se retrouver à Montréal au sein de l'UQAM. Car il me disait que à ce moment-là, il aurait dû se retrouver à l'UQAM, au 6e étage ou quelque chose comme ça, pour donner un exposé donc de recherche philosophique, et que moi, en temps normal, j'aurais dû être à l'UQAM également. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais on aurait pu vraiment se retrouver à Montréal, au même endroit, s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc est-ce que cette discussion aurait dû avoir lieu à un moment ou à un autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle aura été bien utile. Donc on discute, je lui raconte le fait que je suis miné à cause de ce qui se passe en recherche de mon côté, et je lui ai raconté, sans rentrer dans les détails, ce qui s'était passé. Un peu comme je vous l'ai raconté là. Et là, Roderick Pascal va me raconter une anecdote scientifique importante. Peut-être que vous la connaissez. Il s'agit de la théorie de l'éther en physique. Alors c'est quoi cette théorie? Pour la faire courte, c'est une théorie qui dit qu'il existe une substance autre que de la matière, une substance qui permettrait de fournir ou de transmettre des effets. Et quand je dis des effets, c'est des effets entre les corps. Donc par exemple, la force de gravitation serait la réalisation de cette interaction par cette substance entre différents corps. Donc entre par exemple deux planètes. Il en va de même pour les interactions électriques, électromagnétiques, et j'en passe. Donc cette théorie a été développée à partir du XVIIe siècle et a tenu jusqu'au tout début du XXe siècle. Jusqu'à l'arrivée d'une certaine expérience qui a été conduite par Maxwell et Lorentz. Alors je ne sais plus si c'est une ou plusieurs expériences, j'ai pas le détail exact en tête. Il s'agissait d'expériences pour lesquelles il était difficile, ou voire même impossible, de donner une explication, où il était difficile de donner une explication de ce qu'il s'y passait avec les théories de l'éther de l'époque. Alors je ne sais plus de quelle expérience il s'agit exactement, peut-être une expérience qui commençait à faire apparaître la physique quantique, je ne suis pas sûr de ce que j'avance là. Mais c'est là où arrive Albert Einstein, en 1905, avec sa théorie de la relativité. Et cette théorie de relativité, eh bien, elle fonctionne bien pour expliquer les résultats des expériences de Maxwell et Lorentz. Et cette théorie de relativité rejette complètement l'existence de l'éther. Beaucoup de scientifiques se sont retrouvés outrés, n'ont même pas accepté les résultats d'Albert Einstein, et pourtant, Albert Einstein s'est battu pendant plusieurs années pour mettre en avant que sa théorie tenait la route. D'ailleurs, cette théorie comportait par exemple la question de dualité onde-corpuscule de la lumière. Chose que nous apprenons en classe préparatoire par exemple. Et donc il m'a donné cet exemple, en me disant que voilà, dans l'histoire, c'est arrivé à plusieurs reprises que des théories ou des choses qui ont été construites pendant plusieurs années, voire même plusieurs siècles, s'en retrouve complètement bousillé du jour au lendemain par une autre théorie, et il me disait que c'était aussi ça la vie d'un scientifique. Ça me fait penser à un autre exemple que vous connaissez peut-être, plus mathématique, par exemple le paradoxe de Roussel qui a bousillé la théorie des ensembles. Pour la faire très courte, si vous ne connaissez pas ce paradoxe, vous avez un barbier dans un village, et ce barbier, il rase tous ceux qui ne se rasent pas, et vraiment uniquement ceux qui ne se rasent pas dans le village. La question qui se pose, c'est qui rase le barbier? Et là, vous allez avoir une équivalence entre le fait que le barbier se rase lui-même et le barbier ne se rase pas lui-même.
Car en effet, si le barbier se rase lui-même, c'est que le barbier se rase. Et donc par conséquent, il ne devrait pas se raser. Ah oui, parce que normalement, le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas. Et uniquement ceux qui ne se rasent pas. Mais si le barbier se rase, ça veut dire qu'il ne devrait pas se raser. Et si le barbier ne se rase pas, comme le barbier doit raser tous ceux qui ne se rasent pas et uniquement ceux qui ne se rasent pas, alors ça voudrait dire que le barbier devrait se raser. Et voilà, on a donc une équivalence, on pourrait l'écrire sous une forme ensembliste. On a une équivalence entre le fait qu'un élément appartienne à un ensemble et que ce même élément n'appartienne pas à l'ensemble. Étrange comme paradoxe, n'est-ce pas? Et donc c'est ce type de paradoxe qui a complètement bousillé la théorie des ensembles et qui a mené petit à petit à d'autres théories, notamment la théorie des catégories. Alors on a aussi discuté d'autres petites choses, en lien aussi avec ce qu'il faisait de son côté. Notamment on a parlé un petit peu de sa thèse sur la sprezzatura. Et on a dit à plusieurs reprises que c'est vrai qu'on aurait peut-être pu se rencontrer à Montréal. Je pense que la moralité de cette discussion était essentiellement de finalement suivre ce que va donner les calculs. Parce que les calculs, c'est ce qu'il y a de vrai, on va dire, dans les sciences. Et donc il fallait suivre un petit peu ces calculs et essayer d'adapter une conjecture par rapport à ces calculs. Pour finalement en ressortir, en exhiber ce qui serait le véritable résultat scientifique. Et je trouve que c'était une très belle moralité qui m'a remis d'aplomb. Alors j'étais pas encore totalement d'aplomb le soir du jeudi, mais le lendemain, le vendredi qui suivait, alors c'est pour ça que je me souviens que c'était un jeudi, c'est parce que le lendemain j'avais une discussion avec Hugh, et les discussions avec Hugh se faisaient régulièrement le vendredi. J'avais fait plusieurs exemples, et j'ai commencé à émettre une conjecture pendant notre rencontre. Une conjecture qui va commencer à ressembler au résultat final de mon premier article. Au moment où j'ai énoncé cette conjecture, une nouvelle fois j'ai vu Hugh griffonner 2-3 trucs de son côté, à l'écran, pendant une dizaine de minutes, et à la fin il m'a dit « C'est bon, tu peux lancer l'écriture de l'article ». Et là je peux vous dire que j'étais aux joie, au bonheur quoi. Même quand j'en reparle avec Margot, ça la fait toujours marrer de repenser à cette semaine où au début de semaine j'étais vraiment pas bien, et à la fin de la semaine j'étais hyper joyeux. Donc me voilà lancé à écrire pour la première fois un article de recherche de mathématiques. Donc c'est ici que je vais décider d'arrêter mon récit pour aujourd'hui. Pour le prochain numéro d'une vie de mathématiques, je vais tenter de vous expliquer comment se fait l'écriture d'un article de recherche. Je pense que ça peut être sympa, juste même pour les petits curieux qui aimeraient savoir comment ça peut fonctionner. Et éventuellement, s'il y a quelques gens qui sont en train de faire leur doctorat en ce moment, j'imagine que cela pourra également les aider quant à leur façon de travailler ou leur façon d'écrire les choses. En tout cas, je remercie une nouvelle fois Roderick Pascal Waters à travers cette vidéo, car je pense que sans cette discussion, j'aurais eu beaucoup plus de mal à remonter la pente. Il m'a remotivé, je l'ai remotivé à ma façon aussi. Et donc voilà, c'était vraiment une très chouette discussion. J'ai pas tous les détails en tête, mais je me souviens notamment de cette question d'éther, qui m'a permis de me dire aussi que la recherche c'est aussi fait d'échecs comme celui-ci, et qu'il faut tirer profit de ces échecs, tirer profit de ces erreurs pour mieux apprendre. J'ai envie de dire comme toujours. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce numéro d'une vie de mathématiques. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette expérience partagée. Comme d'habitude, ici, ça sera pour vous abonner et activer la clochette. Ici, ça sera pour me soutenir. Et puis, vous allez avoir de nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!